Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. 1-989-2009-2019. L'évaluation en France, enjeux pour l'avenir et leçons du passé. Chapitre 1. Les enjeux de l'évaluation en France pour les 10 ans à venir. La nouvelle place de l'évaluation à la Cour des comptes. Philippe Séguin. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Vice-président du Conseil général, Messieurs les représentants des associations d'élus, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'avoir été invité à participer à cette manifestation, qui marque l'anniversaire des 10 ans de la Société française de l'évaluation, SFE. 10 années que l'on peut dire bien remplies, puisqu'elles ont fait de la SFE un acteur de premier plan de l'évaluation en France. Je voudrais à cet égard rendre hommage non seulement au travail de réflexion que vous avez su conduire, mais aussi au rôle de témoin que vous avez joué, témoin de la nécessité de l'évaluation face à un milieu politico-administratif longtemps sceptique ou rétif. Votre association est devenue, en tout cas, un lieu de rencontre et d'échange pour tous ceux qui ont une compétence dans ce domaine. Et ce congrès en est l'illustration la plus éclatante, par le nombre de ses participants, la diversité de leurs origines, la richesse et la variété des thématiques choisies pour les ateliers. Oui, on peut le dire aujourd'hui, l'évaluation est bien vivante, même si on annonce tous les 2 ou 3 ans son agonie, vite suivie il est vrai par sa résurrection. Vivante et active, elle l'est notamment grâce à vous tous. Et je m'en réjouis. 2009 sera donc une date importante dans l'histoire de l'évaluation en France, avec ce double anniversaire. Les 10 ans de votre société, les 20 ans de l'évaluation. C'est en 1989 que Patrick Vivray remet au Premier ministre un rapport sur l'évaluation des politiques publiques qui eut un grand retentissement. On peut dire qu'il aura été le coup d'envoi d'un mouvement qui a eu ses hauts et ses bas, certes, mais qui a marqué durablement la vie politique administrative et intellectuelle française. Je me réjouis que ce rapport fondateur ait été écrit par un membre de la Cour des comptes. Patrick Vivray n'était pas encore magistrat à l'époque, c'est vrai. C'est ce qui explique peut-être qu'il ait été aussi critique envers, je le cite, le monopole de l'expertise légitime des grands corps de l'État. Je retiens surtout qu'il recommandait à la Cour diverses mesures, et notamment de publier des rapports thématiques, pour compléter le rapport public annuel. Et c'est ce qui fut fait dès 1991. Voilà pour le passé. Je ne m'y étendrai pas davantage, car votre programme est résolument tourné vers l'avenir et vers ce que vous avez désigné comme les nouvelles frontières de l'évaluation. C'est cela en effet qui importe, et dont je suis venu vous parler. Je ne viens pas évidemment devant vous, en théoricien de l'évaluation. Vous êtes à cet égard bien plus compétent que moi. Je n'ai rien à vous apprendre. Je viens au nom de la Cour des comptes, acteur de l'évaluation, acteur en devenir, désigné par la Constitution pour assister le Parlement et le gouvernement dans l'exercice de cette nouvelle mission. Un acteur dont je souhaite dire d'emblée qu'il ne prétend pas au monopole, mais qui prend simplement acte de ce que le texte suprême lui donne comme responsabilité nouvelle, et j'ose le dire comme métier nouveau. L'évaluation des politiques publiques est en effet désormais inscrite dans la Constitution, depuis sa révision du 23 juillet 2008. Elle est une mission officielle du Parlement. Et il s'agit là d'une réforme tout à fait essentielle. Il faut simplement lui donner vie. La notion de politique publique comme objet de l'évaluation. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter un instant sur cette notion de politique publique, qui a été retenue par la Constitution. Une expression que la France a toujours privilégiée, quand beaucoup de pays parlent plutôt de programme, et qui donne lieu, vous le savez, à des interrogations sans fin. Qu'est-ce qu'une politique publique ? Quelle en est l'autorité responsable ? Comment définir et identifier ses objectifs ? Quelle instance est assez légitime pour les questionner ? Je n'entrerai pas dans ces débats. Ou pour être plus précis, je n'y entrerai que dans la seule mesure où ils peuvent éclairer notre action, et non la paralyser. Il reste qu'en choisissant pour objet de l'évaluation les politiques publiques, c'est-à-dire l'expression la plus complexe de l'action publique, on n'a certes pas pris le chemin de la facilité. Mais pouvait-on faire moins ?
alors que la LOLF a déjà prévu l'évaluation des programmes budgétaires, et que la culture de la performance vise tout le champ de la gestion publique? Cette ambition en tout état de cause nous oblige. Nous avons accepté ce faisant le défi du débat public, et le débat après tout est le cœur battant de la démocratie. Pour autant, nous savons tous combien l'action publique est devenue complexe. Elle mobilise un réseau d'acteurs, publics et privés, de taille, de niveau, de statuts les plus divers. États, organismes sociaux, collectivités territoriales, entreprises, associations, instances européennes. Chacun d'eux a son mode propre d'organisation et d'action, ses règles administratives et comptables, sa culture même. Autonomes mais interdépendants, ils deviennent partenaires le temps d'un projet et se lient par contrat pour un objectif commun et aussi parfois, ne le négligeons pas, pour quelques euros de plus. Cette contractualisation galopante est caractéristique d'une nouvelle forme de l'action publique, partenariale et éclatée, traversée par la négociation, consensuelle et révocable. Une logique du sur-mesure qui correspond bien aux nouvelles attentes de publics composites où l'on retrouve, pêle-mêle, et souvent réunis dans la même personne, le consommateur, le client, le contribuable et le citoyen, chacun se réclamant au surplus d'un territoire dont il s'agit de reconnaître les spécificités, sans pour autant oublier le principe d'égalité. C'est donc cette diversité, que la décentralisation a sans conteste encore contribué à exalter, qu'il nous est demandé de prendre en compte. Or cette complexité de l'action publique, vous le savez mieux que quiconque, est un redoutable défi à son évaluation. Les politiques publiques excèdent le cadre et l'horizon normaux de nos institutions, et les évaluer demande des adaptations plus radicales encore que celles que nous avons déjà consenties. Je ne prendrai qu'un exemple, le plus évident et le plus communément observable, celui du partenariat désormais inévitable entre l'État et les collectivités locales. Plus aucun pan de l'action publique, parfois même de l'action régalienne, n'échappe à leur intervention conjointe. Or l'évaluation de ces politiques partagées doit pouvoir concilier les pouvoirs du Parlement et l'autonomie des collectivités. Tous les dispositifs d'évaluation précédents, vous le savez, ont achoppé sur ce principe fondamental de nos institutions. Et parce qu'elles touchent aussi les systèmes de données, constitués sur des bases hétérogènes, cette diversité est la source de disparités statistiques qui empêchent la centralisation des informations, gênent les comparaisons et constituent un obstacle supplémentaire à l'évaluation. Pendant ces 20 dernières années, on a donc essayé comme on a pu de contourner l'obstacle. L'État a mis en place ses propres dispositifs d'évaluation, mais il a échoué à faire vivre dans la durée l'évaluation interministérielle. Les collectivités locales ont parfois bâti leur propre système. Les politiques contractuelles enfin ont donné lieu à des évaluations spécifiques. C'est tout à l'honneur des promoteurs de l'évaluation, que vous êtes tous ici, je pense, d'avoir soutenu ces démarches pour en tirer le meilleur. Mais ce temps des pionniers et du pragmatisme est probablement révolu dès lors que l'évaluation est désormais inscrite au cœur même de nos institutions, comme un devoir de la représentation nationale, une responsabilité du gouvernement et du Parlement à laquelle la Cour des comptes doit également prêter assistance. Le rôle majeur du Parlement. Le Parlement est donc appelé, de la manière la plus solennelle qui soit, à jouer un rôle majeur pour la promotion de l'évaluation. Il était quasiment absent des premiers dispositifs d'évaluation, des années 1990. Il en est devenu un des acteurs déterminants, grâce à une évolution commencée bien avant la LOLF et dans laquelle la Cour a joué un rôle décisif. La création des 2 missions d'évaluation et de contrôle, en 1999 et 2004, a pavé la voie d'une coopération avec la Cour qui n'a cessé de s'accroître et qui est inscrit désormais dans 2 dispositifs. Les enquêtes demandées à la Cour par le Parlement, ou plus précisément par les 2 commissions de chacune des 2 assemblées financières et affaires sociales sur la base de l'article 58A2 de la LOLF, et le nouvel article 47A2 de la Constitution. Chaque année, nous remettons déjà au Parlement une bonne dizaine de rapports qui nous ont été demandés sur la base de l'article 58A2 de la LOLF. Et cette commande officielle n'est qu'une partie de notre contribution, puisque le Parlement est en fait destinataire de tous les travaux de la Cour. Les rapports publics bien sûr, et il y en a de plusieurs sortes, vous pourrez le constater en visitant le site de la Cour, mais aussi les nombreux référés que j'adresse au ministre à la suite d'un contrôle. Ces communications appellent une réponse,
et le Parlement apporte ainsi une contribution grandissante à la mise en œuvre des recommandations de la Cour. Le Parlement se trouve par là même investi d'une mission nouvelle. On ne lui demande plus seulement de voter le budget et de faire la loi, il doit aussi désormais non seulement contrôler l'exécutif, mais évaluer l'efficacité de l'action publique. Vous savez tous combien l'exemple britannique a servi de modèle dans cette évolution. Il est souvent cité, et nous connaissons tous les clés de sa réussite. 2 instances permanentes et non partisanes, le Comité des comptes publics, le PAC, et la Commission des finances publiques et de la fonction publique, cette dernière s'occupant plus spécifiquement des questions budgétaires, de fonction publique et de modernisation de l'État. Un noyau de députés qui s'est spécialisé dans l'évaluation, des responsables, politiques ou administratifs, conviés à rendre compte de leurs résultats devant les parlementaires. Une culture de la performance et du débat public. Et pourtant, ce modèle britannique lui-même a ses limites. Une partie du territoire lui échappe, depuis la dévolution de larges pouvoirs à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord. Et les rapports que lui remet le NAO traitent essentiellement de programmes nationaux, les collectivités locales relevant des enquêtes de l'audit commission. C'est donc une mission particulièrement ambitieuse que reçoit le Parlement français avec cette réforme, allant bien au-delà encore du rôle qui lui a été conféré en 2001 par la LOLF. Pourra-t-il la remplir sans une adaptation profonde de son mode de fonctionnement, de ses structures peut-être ? Sans doute pas, comme en témoigne la réforme en cours du règlement de l'Assemblée nationale. Étant précisé que si l'on voulait transposer en France, toutes choses égales par ailleurs, le modèle britannique tant vanté, il faudrait changer beaucoup plus de choses encore dans l'organisation et le fonctionnement du Parlement, et par exemple dans l'organisation de ses relations avec la Cour. Il ne vous aura pas échappé en effet qu'au Royaume-Uni, le Comité des comptes publics, qui est le destinataire des travaux du NAO, est un comité permanent de la Chambre des communes. La Chambre des lords n'est pas concernée. En France au contraire, les 2 assemblées sont également concernées mais font chambre à part, si vous me permettez l'expression. La Cour des comptes est ainsi en relation avec les 2 chambres et je le répète, dans chacune d'elles, avec 2 commissions, celles qui sont chargées des finances d'une part et celles chargées des affaires sociales d'autre part. Ce qui nous fait 4 interlocuteurs, tous les 4 bien décidés à user de leur droit de demande d'enquête. Cet éclatement pose également le problème de la diffusion de nos travaux, qui peuvent rester ignorés des parlementaires siégeant dans d'autres commissions. Le dispositif prévu par l'article 58A2 de la LOLF qui dispose, je le rappelle, que les 2 commissions des finances peuvent demander à la Cour des enquêtes sur les sujets qui relèvent de leur champ de compétences et sont pendants en matière de sécurité sociale, ne suffisent donc pas à asseoir une véritable compétence d'évaluation du Parlement, d'autant plus que même dans ce cadre, la Cour ne peut pas contrôler les collectivités locales. Le comité d'évaluation et de contrôle prévu par l'Assemblée nationale dans son nouveau règlement peut paraître constituer une avancée. J'observe en effet que son champ de compétences couvrira des politiques transversales, qui ne relèvent pas d'une seule commission permanente, et qu'il pourra solliciter l'assistance de la Cour. On se rapproche donc du modèle britannique. Un comité permanent, une composition bipartisane, une relation privilégiée avec la Cour. Nous ne savons pas encore en revanche, si le Sénat compte adopter un dispositif spécifique, ni lequel. En d'autres termes, la question de la dispersion des demandes et oserais-je dire des énergies demeure entière. Se pose également la question du rôle de la Cour au regard des études d'impact. Je sais bien que d'autres institutions dans le monde, elles sont assez rares cependant, contrôlent également les études d'impact produites à l'appui des projets de loi. Mais c'est toujours avec beaucoup de précautions, et au prix de bouleversements parfois douloureux de leur programmation. Une institution supérieure de contrôle, qui intervient essentiellement a posteriori, n'est pas spontanément préparée à cet exercice très spécifique de l'appréciation des études d'impact. Nous devons y réfléchir, mais là n'est peut-être pas l'urgence. Notre priorité doit porter sur l'évaluation a posteriori des politiques publiques. Je vais donc m'efforcer de vous dire comment nous percevons cette nouvelle mission consacrée par la Constitution. Une vaste réforme de l'ensemble des juridictions financières. Il est clair que la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques par la Cour ne pourra se réaliser sans une vaste réforme de l'ensemble des juridictions financières,
la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes. Certes, d'autres raisons expliquent aussi la réforme en cours de définition. Mais l'évaluation est bien le principal motif des grands changements dont la préparation parvient, enfin, à son terme. Dans la situation actuelle, la Cour n'est pas en effet en mesure de répondre aux demandes d'enquête du Parlement, lorsqu'elles portent sur des politiques conduites à la fois au niveau national et local. Elle ne pourrait le faire qu'en associant les chambres régionales, ce qui est inenvisageable compte tenu de leur organisation, dans le délai de 8 mois qui est imposé par l'article 58A2 de la LOLF pour remettre des conclusions. Du fait de la définition stricte de leurs compétences, la Cour et les chambres régionales doivent en effet s'associer pour prendre en compte ces politiques partagées entre l'État et les collectivités locales. C'est ce que nous nous efforçons de faire depuis bientôt 20 ans. Ces enquêtes, conduites par des équipes conjointes de magistrats de la Cour et des chambres régionales, se sont considérablement développées depuis leur lancement en 1991. Elles débouchent toutes sur des rapports publics, dans des délais de 2 à 3 ans il est vrai, et elles ont touché de nombreuses politiques publiques menées en partenariat entre l'État, les collectivités territoriales et divers acteurs publics ou privés. La formation professionnelle, l'intercommunalité, la protection et la gestion de la ressource en eau, l'accueil des personnes âgées dépendantes, le système éducatif, l'emploi, la santé, la recherche, les transports, l'immigration. Peu de domaines de l'action publique sont restés à l'écart de nos travaux. Ce système toutefois, est devenu insuffisant. Et il doit être profondément rénové. Prenons l'exemple de la formation professionnelle tout au long de la vie, qui a donné lieu à un rapport public à l'automne 2008. Une telle enquête suppose que plusieurs chambres régionales inscrivent à leur programme des régions, des GRETA, des chambres de commerce, des associations, et j'en passe, tandis que la Cour prend en charge les organismes centraux et des opérateurs nationaux comme l'ex-CNACEA ou l'AFPA. L'ingénierie d'une telle enquête est terriblement lourde, et je le répète, nos procédures la compliquent encore davantage. Il nous faut en effet conjuguer plusieurs programmations, celle de la Cour et celle de toutes les chambres régionales qui participent à l'enquête. Or celles-ci sont des juridictions autonomes, qui ont la maîtrise de leur propre programme et décident si elles vont s'inscrire ou pas dans une enquête commune. Ce mode de participation est évidemment un écueil pour la définition du champ de l'enquête, qui devrait prendre en compte en priorité les réalités démographiques, géographiques ou socio-économiques des territoires jugés pertinents pour l'évaluation, à moins qu'elle ne résulte plus prosaïquement d'un tirage au sort statistique. Et pour l'heure, on n'a évidemment pas le choix. Mais il ne suffit pas d'obtenir la participation des chambres régionales. À vrai dire, on y parvient assez facilement, parce que les magistrats régionaux sont le plus souvent intéressés par ces enquêtes. Ce qui est plus gênant en revanche, c'est que les chambres régionales et territoriales ne peuvent réaliser leurs enquêtes que dans le cadre d'une procédure très stricte. Chacun des organismes inscrits dans le champ de l'enquête doit faire l'objet de l'ouverture d'un contrôle, lequel obéit à des normes et à des procédures contraignantes en matière de contradiction et de délibération par exemple. Et l'examen de la gestion ainsi programmée peut rarement se limiter à un seul sujet, celui de l'enquête commune. Il y a des normes d'audit qu'il faut respecter. L'inscription au programme, pour les besoins de l'évaluation, de plusieurs collectivités et organismes devient dès lors rapidement ingérable dans une petite chambre. Le risque est alors que nous ne puissions remplir de manière satisfaisante aucune de nos missions. Les contrôles sont ou bâclés ou trop lourds, variables, donc hétérogènes selon les chambres. Quant à l'évaluation, elle ne peut se développer faute de moyens. Le système actuel souffre donc de la superposition de deux systèmes de programmation, d'enquête, de contradiction et de publication qui s'additionnent, celui des chambres régionales et celui du rapport public de la Cour. Cette complexité est incompréhensible en particulier pour les élus locaux, qui ont reçu les observations de leur chambre régionale, y ont répondu, les ont communiquées à leur conseil et voient ensuite arriver quelques mois plus tard, un extrait de rapport public de la Cour des comptes qui les invite, elles aussi, à publier leurs réponses. Tout cela allonge les délais, altère la pertinence de nos conclusions et fragilise nos méthodes. J'ai donc donné la main à une profonde réforme qui aboutira à réaliser l'unité organique des juridictions financières, à réduire le nombre d'entités régionales, afin de les rendre plus performantes,
et à faire de ces chambres interrégionales des chambres territoriales de la Cour, compétentes à la fois sur les services déconcentrés de l'État et sur les collectivités locales de leur ressort. C'est une réforme importante, et qui a vocation à faire de la Cour le grand organisme d'audit et d'évaluation des politiques publiques dont notre État a besoin. Ce sont les propres termes employés par le Président de la République, lors de la séance solennelle de commémoration des 200 ans de la Cour des comptes qui s'est tenue rue Cambon le 5 novembre 2007. C'est une réforme qui met la Cour en conformité avec la nature et l'histoire même de nos institutions, et qui lui permettra de remplir pleinement son rôle au service des citoyens. La Cour deviendra une institution unifiée, au service d'un État unitaire. Car la décentralisation qui s'est développée en France depuis les années 1980 n'a pas altéré la nature profonde de l'État. Notre histoire institutionnelle, notre culture politique et citoyenne s'inscrivent dans une continuité. Elles s'expriment dans l'attachement fort légitime de nos concitoyens à l'égalité d'accès aux services publics. Que la décentralisation ait encouragé la différenciation des territoires, c'est évident, mais c'est une évolution que connaissent toutes les sociétés. Et cela ne signifie en rien l'éclatement de l'État, bien au contraire. Plus la société est complexe, plus le monde s'ouvre, plus nous entrons dans cette phase plus instable et plus inquiète de notre histoire, et plus la demande s'accroît d'un État équitable, efficace et transparent. Or l'État ne se résume pas à l'administration centrale, quoi qu'on en pense parfois. L'État, c'est l'ensemble de l'appareil public, l'administration centrale est déconcentrée, les organismes sociaux, les collectivités locales, les établissements publics. Ce sont les responsables, élus ou administratifs, qui en ont la charge, et tout ce système a une seule finalité, servir le bien commun. Tous les pays ne se ressemblent pas à cet égard. Les États fédéraux vivent sur 2 niveaux et s'en portent bien. Les autres États dits unitaires ne le sont pas toujours complètement, soit qu'il n'ait jamais tout à fait achevé cette unité, soit qu'il l'ait volontairement rompue au profit des régions, en se rapprochant ainsi du fédéralisme. La France a une tradition autre, que même la décentralisation n'a pas altérée. D'ailleurs, la coopération entre la Cour et les chambres que je vous décrivais tout à l'heure n'existe nulle part ailleurs sous une forme aussi intégrée. Cette proximité devrait faciliter l'unification. C'est donc cet ensemble que l'évaluation doit appréhender, dans toutes ses composantes et ses interactions. Elle doit le comprendre au 2 sens du terme, c'est-à-dire le circonscrire et en traduire le sens. Voilà la responsabilité qui revient à l'organisme que j'ai le grand honneur de présider, et voilà pourquoi nous ne pouvons plus nous contenter du système actuel. La réforme des juridictions financières et la prise en charge de l'évaluation vont donc se traduire par des changements profonds. Mais l'évaluation, nous le savons, n'a pas seulement besoin d'un cadre institutionnel pour se développer, elle est aussi et surtout affaire de méthode, de volonté et de travail. Nous avons donc de ce point de vue, un effort à consentir, et des adaptations à réaliser. Faire évoluer nos pratiques. Nous devrons ainsi, et c'est essentiel, faire évoluer nos pratiques, nos méthodes, nos modes de fonctionnement. Le principe de transparence nous impose de rendre compte de nos méthodes. L'exigence de pluralisme nous invite à nous ouvrir davantage à l'ensemble des parties prenantes. Il nous faut aussi, bien entendu, introduire dans nos travaux la pluridisciplinarité, des méthodologies plus variées, mieux appropriées à leur objet. Cette diversification et cette ouverture, qui sont le signe distinctif de l'évaluation par rapport à des méthodes d'investigation voisines, sont encore trop absentes de nos enquêtes. Et quand elles existent, nous n'en faisons guère état. Il est dommage par exemple, que la masse de travaux intermédiaires et de documents méthodologiques utilisés pour nos enquêtes ne fasse l'objet d'aucune communication. Nous devons donc être à la fois plus rigoureux et plus transparents. La réforme prévoit la création d'un comité consultatif d'évaluation des politiques publiques, composé de 4 collèges égaux, élus nationaux et locaux, personnalités qualifiées, représentants de l'État, organisations syndicales des employeurs et des salariés. Cette composition vous rappellera celle du comité d'enquête, qui s'est en effet avéré être un lieu de débat pluraliste et ouvert tout à fait adapté à la réflexion sur la modernisation de l'État. Mais le comité de l'évaluation ira plus loin encore. Sa composition pourra varier, si les questions posées par l'évaluation justifient des membres supplémentaires, sans toutefois affecter l'équilibre des collèges.
Il aura un rôle beaucoup plus affirmé en matière d'appui à l'évaluation. Il donnera un avis sur la méthodologie à mettre en œuvre, et notamment les études qu'il faudra commander, et rendra à la Cour un avis sur les résultats provisoires des travaux. Cette structure ne suffira pas bien entendu à la mise en œuvre de l'évaluation. La Cour elle-même devra se transformer. Il nous faudra des équipes nouvelles. Il nous faudra recruter dans les spécialités qui ne sont pas ou pas assez représentées dans les compétences habituelles de nos membres. Des statisticiens, des économistes, des sociologues, des médecins, des informaticiens, j'en passe. C'est ainsi que font nos collègues dans le monde. J'ai réuni une quinzaine d'entre eux à la Cour, il y a 15 jours, dans le cadre d'un groupe de travail international sur l'évaluation de programmes, une structure qui s'avère un lieu de réflexion et d'échange tout à fait précieux dans le contexte actuel. Ce groupe de travail, qui fonctionne depuis 1992 et qui est présidé par la Cour des comptes française, donne des clés aux institutions supérieures de contrôle pour conduire des évaluations de programmes et de politiques publiques. Notre rapport sera diffusé lors de notre prochain congrès mondial de l'INTOSAI en Afrique du Sud, qui rassemble les institutions supérieures de contrôle de toute la planète en 2010, et nous avons entamé la phase suivante, le recueil et la diffusion des bonnes pratiques. Nous ne manquons pas d'exemples à cet égard. L'expérience de la Suisse, par exemple, est très encourageante. Nous avons en effet reçu pour mandat d'inscrire l'évaluation dans la culture professionnelle des institutions de contrôle, parmi leurs autres modes d'intervention. Il s'agit en particulier de la situer par rapport à l'audit de performance, qui se développe depuis une trentaine d'années comme le prolongement nécessaire de l'audit financier et des contrôles de régularité. Le sujet fait souvent débat, au sein de nos institutions comme à l'extérieur. Certains de nos collègues perçoivent l'évaluation comme une des formes de l'audit de performance, et considèrent qu'il suffit d'élargir nos contrôles à la mesure des impacts, et d'enrichir nos méthodes traditionnelles par quelques expertises ciblées. D'autres au contraire considèrent que notre rôle n'est pas de faire de l'évaluation, soit parce qu'elle nous entraîne sur le terrain de l'opportunité qui relève du politique, soit parce que ces méthodes sont trop éloignées de nos compétences professionnelles. Il convient donc pour eux de laisser cet exercice aux chercheurs, qu'ils soient économistes, sociologues ou même anthropologues. D'autres enfin la souhaitent mais la craignent comme une entreprise complexe, qui exige des moyens sophistiqués, des expertises coûteuses ou des spécialités pointues. Il y a bien des points communs entre l'audit de performance et l'évaluation. L'un comme l'autre ont pour objet d'apprécier les résultats de l'action publique, de mesurer la réalisation de ses objectifs, d'identifier les procédures et les dispositifs les mieux à même de garantir un usage efficient des fonds publics. Bref, il s'agit d'être utile, en donnant au gouvernement et au Parlement les moyens d'une décision éclairée, et aux citoyens ceux du jugement qui leur appartient en dernier ressort. Mais il est des cas où la démarche d'audit rencontre des limites, notamment lorsque la complexité de l'action publique réclame des démarches et des questionnements adaptés. L'audit de performance en effet, lorsqu'il se préoccupe des résultats, se contente généralement d'hypothèses explicatives, faute de temps et d'équipes à même de réaliser des analyses approfondies. C'est alors à l'évaluation de prendre le relais. Elle seule peut prendre en compte la complexité de l'action publique, faire le choix des questions pertinentes, et nourrir le débat public. Ces débats ont leur intérêt, mais ils ne doivent pas nous retenir d'avancer. Les pratiques heureusement sont là pour nous prouver que nous allons dans la bonne voie. Car les institutions supérieures de contrôle se sont intéressées très tôt à l'évaluation. Le GAO américain a réalisé en 1967 sa première grande évaluation de programme, l'étude de l'efficacité des programmes de lutte contre la pauvreté. Le travail accompli depuis lors est impressionnant, notamment en matière de méthodologie. On peut mesurer, à travers les questions qui lui sont posées par le Congrès, la diversité des évaluations que le GAO peut être amené à conduire, analyser l'impact d'une action publique, apporter son conseil sur les aménagements de tel programme, évaluer ex ante les effets possibles de tel autre, apprécier la validité d'évaluations faites par d'autres. Cette liberté d'approche que nous constatons dans d'autres pays, et pas seulement chez nos collègues américains, est une réponse salutaire à la pusillanimité de tous ceux qui s'inquiètent de l'entrée des institutions supérieures de contrôle dans le champ de l'évaluation, et rêvent de leur en interdire l'entrée.
On invoque tantôt notre statut d'auditeur externe, qui nous interdirait d'interroger les objectifs d'une politique, tantôt notre fonction de contrôle, qui nous confinerait au domaine de la norme et de la sanction, ou bien encore notre culture ou notre formation, qui nous rendrait à la fois incapables de comprendre les vrais gens et inaptes à toute approche scientifique. Ces interrogations ontologiques, non dénuées parfois d'arrière-pensée, desservent l'évaluation plus qu'elles ne la font progresser. La Cour n'a pas la prétention, je le dis une nouvelle fois pour être bien sûr d'être entendu, de détenir le monopole de l'évaluation, mais l'ambition d'apporter sa contribution à l'analyse et à l'amélioration de l'action publique, lorsque le Parlement ou le Premier ministre le lui demanderont. Et cette demande sera sans doute importante, nous nous y préparons, car le besoin d'évaluation est élevé. Des domaines entiers de l'action publique sont depuis longtemps demeurés à l'écart de toute analyse. Je pense à de nombreuses dépenses fiscales ou exonérations de charges sociales. Alors qu'il faut reconstituer des marges de manœuvre, traquer la dépense inutile et questionner l'opportunité de mesures dont nul n'a jamais identifié l'impact, ne doit pas être tabou. Cette première approche doit être complétée d'évaluations plus approfondies sur des programmes ou des politiques publiques, à intervalles de 4 ou 5 ans, afin d'aller au-delà de la mesure de performance prévue par la LOLF. L'exemple de mes collègues étrangers me confirme que l'objectif est à notre portée. Les institutions supérieures de contrôle ont pour elles l'atout de l'indépendance et de la liberté de programmation. Notre expertise financière sera utile dans un domaine où elle a trop souvent fait défaut, comme l'ont montré les premières évaluations de politique interministérielle. Nous publions depuis longtemps déjà une grande partie de nos travaux. Certains exercices de l'évaluation nous resteront peut-être fermés. La Cour est sans doute peu armée pour analyser les impacts réels à moyen et long terme d'une politique publique. Mais si nous ne pouvons évaluer en continu, nous pouvons en revanche revenir périodiquement sur un même sujet pour en apprécier les évolutions. Enfin, et c'est le plus important, notre potentiel humain, 1000 personnels de contrôle, peut être en partie orienté vers l'évaluation et formé à cet effet. Je suis donc déterminé et attentif. Nous devrons ensemble relever le défi de la cohérence et de la complémentarité. L'évaluation n'est pas un exercice isolé, elle doit s'inscrire au cœur de la gouvernance. Elle diffère certes de l'audit et du contrôle, mais elle ne leur tourne pas le dos complètement. De même que la régularité est une composante de la performance, les contrôles internes et externes se répondent, l'audit, le contrôle de gestion et l'évaluation se complètent. Mais l'évaluation n'est pas non plus une démarche purement scientifique. Elle se préoccupe moins de juger les institutions que de comprendre et améliorer les politiques. Si elle contribue à enrichir la connaissance, c'est aux fins de mieux agir et de mieux décider. L'association de ces trois acteurs, le Parlement, le gouvernement, la Cour des comptes, au service de la même mission, est un signal essentiel pour tous ceux qui souhaitent le développement de l'évaluation. Nous assistons là, n'en doutons pas, à l'amorce d'un changement profond dans nos institutions, un changement qui va sans doute transformer durablement les relations qu'elles entretiennent entre elles et qu'elles entretiennent avec la société. Tels sont les défis que nous avons à relever collectivement. La Cour s'y prépare, car le défi de l'évaluation justifie à lui seul la profonde réforme qu'elle est en train de vivre, la plus importante sans doute depuis sa création il y a 200 ans. Cela dit, nous avons besoin de vous, plus que jamais. Je vous remercie de votre invitation et de votre attention. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes. Un nouvel organe de l'Assemblée nationale consacré à l'évaluation, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Philippe Dautry. Depuis plusieurs années, au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale a cherché à se doter d'outils d'évaluation des politiques publiques. L'action des commissions permanentes, ainsi que celle des commissions d'enquête et des missions d'information a souvent inclus implicitement cette orientation. La mise en place de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, puis de la MEC, mission d'évaluation et de contrôle, formalisée juridiquement par la LOLF, et enfin de la MECSS, mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, et de l'OPEPS, Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, en matière de sécurité sociale et de politique de santé,
a visé à enrichir l'activité d'évaluation des commissions permanentes. La dernière révision constitutionnelle a cependant exprimé, dans la loi fondamentale, la volonté d'aller plus loin en précisant dans l'article 24 de la Constitution que non seulement le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement, mais aussi qu'il évalue les politiques publiques. Une mission parlementaire renouvelée, l'évaluation des politiques publiques. Les politiques publiques, à tous les niveaux, passent à la fois par des mesures financières, par exemple les aides à l'innovation pour soutenir la recherche et le développement des entreprises, et par des lois et des réglementations ou des directives pour l'action de l'administration. Ces dispositifs, s'ils n'ont pas nécessairement d'incidence financière directe, par exemple la politique pénale, concourent au même objectif défini par les pouvoirs publics. Selon la définition officielle la plus souvent citée, l'évaluation d'une politique publique a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. Plus précisément, il s'agit donc de viser à la fois à mieux connaître et comprendre son fonctionnement réel et ses résultats, à rendre compte à l'opinion publique et aux parties prenantes, bénéficiaires, acteurs, de cette action publique en référence aux objectifs fixés par les autorités publiques concernées, et à chercher en conséquence les moyens de l'améliorer par des recommandations. L'évaluation permet ainsi d'informer les citoyens dans le cadre d'un débat public et pluraliste, de redonner du sens à l'action politique en la fondant sur des constats objectifs, et d'obtenir l'adhésion ou au moins la participation des acteurs aux évolutions souhaitables. Dans son principe, l'évaluation se distingue d'autres activités plus classiques. Ce n'est ni du contrôle de régularité de la dépense, les règles des marchés ont-elles été respectées, les contrats signés dans les règles prévues, ni de l'audit interne organisationnel, les services et les procédures sont-ils organisés de façon à être efficaces, ni une fonction d'inspection générale des services ou a fortiori un contrôle juridictionnel tel que celui de la Cour ou des chambres régionales des comptes qui répondent à d'autres questions. Au lieu d'être orienté vers le contrôle et la sanction, l'évaluation est pour sa part une démarche ouverte, de recherche de connaissances, pluraliste, orientée vers le progrès dans l'action, et appuyée en principe sur les acteurs chargés de la mettre en œuvre. L'évaluation des politiques publiques constitue une démarche habituelle dans de nombreuses démocraties. Ainsi, le NAO, National Audit Office et la Commission des comptes publics, PAC, Public Account Committee au Royaume-Uni, le CBO, Congressional Budget Office et le GAO, Government Accountability Office aux États-Unis ont une longue tradition d'évaluation des politiques publiques nationales ou fédérales. La Commission européenne pour la plupart de ses propres programmes et en France, les régions, notamment pour satisfaire les exigences communautaires, ont développé de telles démarches. Au niveau national, des expériences ont été menées durant les années 1990 puis 2000 au sein de l'exécutif, dans un cadre interministériel, qui n'a pas cependant démontré sa capacité à perdurer. La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a généralisé la prise en compte de la performance, sous un angle budgétaire annuel, en imposant pour chaque grande mission de l'État, décomposée en programmes et actions, des indicateurs, des objectifs, des analyses des écarts entre objectifs et réalisations, ces écarts devant être justifiés dans le cadre de documents annuels publiés soumis au Parlement. Plusieurs vagues d'audits, dits de modernisation, puis la procédure de révision générale des politiques publiques, ont contribué, au sein de l'exécutif, à faire progresser rapidement les évaluations et audits des organisations administratives. Un secrétaire d'État a également été temporairement chargé de l'évaluation des politiques publiques et de la prospective. La création du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, CEC, répond au souhait de compléter les organes parlementaires existants pour permettre d'organiser des évaluations dans un cadre pluraliste et public, notamment pour des sujets dépassant le champ d'une seule commission. Un nouvel organe transversal de l'Assemblée nationale, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, CEC. La création d'un organe spécifique est apparue souhaitable pour dépasser les limites de compétences des commissions permanentes. Certaines politiques publiques, par exemple la politique de la ville, la politique de soutien aux entreprises, à la recherche et à l'innovation, la politique de prévention de la délinquance, ont une dimension transversale et doivent donc être appréhendées par un organe commun.
C'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale, à l'issue des travaux d'un groupe de travail associant l'ensemble des sensibilités politiques, a proposé d'instituer un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Les règles régissant ce comité sont prévues aux articles 98A1 et 146A2 à 146A7 du règlement de l'Assemblée nationale, dans sa rédaction résultant de la résolution du 27 mai 2009. Le comité, dont la première réunion a eu lieu le 2 juillet 2009, comprend en premier lieu 17 membres de droit représentant les principales instances de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée, qui préside le comité, les présidents des 8 commissions permanentes et celui de la Commission des Affaires européennes. Le rapporteur général de la Commission des Finances. Le président ou le premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, les présidents des groupes. Le comité comprend également 15 députés désignés par les groupes, de façon à ce que la composition d'ensemble reproduise la configuration politique de l'Assemblée. Compte tenu de la prédominance de la majorité parmi les membres de droit, ces 15 députés émanent pour 10 d'entre eux de l'opposition, et pour 5 de la majorité. Le CEC est chargé de 3 missions principales. 1. Le comité peut être saisi, à la demande du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond, ou du président de l'Assemblée, qui est également président du comité, pour donner son avis sur une étude d'impact accompagnant un projet de loi déposé par le gouvernement. Ces études d'impact sont obligatoires depuis le 1er septembre 2009 pour la plupart des projets de loi, et leur contenu doit répondre à des prescriptions fixées par la loi organique du 15 avril 2009. M. Claude Goasguen et M. Jean Malo, vice-présidents du comité, issus respectivement de la majorité et de l'opposition, ont présenté à celui-ci lors de sa réunion du 5 novembre 2009, un rapport d'information sur les critères de contrôle des études d'impact, transmis au Premier ministre. Les commissions permanentes saisies au fond des projets de loi peuvent s'appuyer sur les conclusions de ce rapport pour examiner les études d'impact dans le délai prévu par la loi organique du 15 avril 2009. Le comité a délégué à ses 2 mêmes membres, en cas d'urgence, le rendu de ses avis à la conférence des présidents et au président de la commission permanente saisie au fond. À la demande de leur auteur et avec l'accord du président de la commission permanente saisie au fond, le comité pourra également être amené à préparer des évaluations préalables de certains amendements parlementaires. Ces évaluations préalables pourront également faire l'objet, le cas échéant, d'une délégation de leur rendu à 2 membres du comité. 2. Le comité est appelé à jouer un rôle dans la coordination de l'évaluation et du contrôle à l'Assemblée. Il peut se faire présenter les recommandations des missions d'information créées par les commissions ou par la conférence des présidents, de façon à permettre une bonne coordination des travaux et des demandes d'inscription à l'ordre du jour de la semaine mensuelle de la séance publique consacrée en priorité au contrôle du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, introduite par la révision de la Constitution de 2008. Le comité peut en effet faire toute proposition utile à la conférence des présidents concernant l'ordre du jour de cette semaine. Il peut en particulier proposer l'organisation en séance publique de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ces rapports ou de ceux des missions d'information, ou de tout autre sujet de contrôle ou d'évaluation, par exemple les rapports de la Cour des comptes portant sur des thèmes particuliers. 3. En matière d'évaluation, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente, réaliser des travaux portant sur des sujets transversaux, qu'il s'agisse de politique publique ou de législation. Son programme annuel fait une place renouvelée à l'opposition, puisque d'une part, chaque groupe politique peut librement choisir une étude d'évaluation par an, et d'autre part, chaque sujet est traité par 2 co-rapporteurs, dont un de l'opposition. Au 1er mars 2010, conformément à l'article 146A3 du règlement de l'Assemblée nationale, le comité avait inscrit au programme de ses travaux pour la session 2009 à 2010 les sujets d'études suivants. La mise en œuvre de l'article 5 de la Charte de l'environnement relatif à l'application du principe de précaution, les autorités administratives indépendantes, à la demande d'un groupe d'opposition.
L'évaluation des aides aux quartiers défavorisés. L'évaluation de l'aide médicale d'État et de la couverture médicale universelle. Une étude de faisabilité sur les politiques publiques et l'évolution des inégalités sociales. Sujet demandé par un groupe d'opposition. Cette étude visera à définir le cœur du sujet à traiter dans le cadre de la problématique d'ensemble proposée. L'évaluation de l'hébergement d'urgence, à engager dans un second temps. L'organisation des évaluations. Chaque commission concernée par l'objet d'une étude d'évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, 2 rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe d'opposition. Pour chaque sujet, se constitue donc un groupe de travail à géométrie variable, comprenant au moins 2 rapporteurs, membres ou non du comité, et des membres des commissions permanentes concernées, de façon à assurer la représentation de l'ensemble des points de vue. Pour les sujets retenus dans le cadre de la programmation 2009 à 2010, les groupes de travail ainsi constitués vont de 4 à 12 députés, et comptent au plus de membres du comité. Ces groupes de travail se caractérisent à ce jour par une parité complète majorité-opposition, contrairement aux missions d'information traditionnelles et aux commissions d'enquête. La durée de la mission des rapporteurs est réglementairement limitée à 12 mois, ce qui, au regard du temps parlementaire, constitue déjà une période longue. Cette durée, double de celle prévue pour les commissions d'enquête, a été choisie de façon à permettre une réflexion sortant de l'urgence politique, et au plan organisationnel, suffisamment longue pour autoriser la passation de marchés publics pour des études confiées à des prestataires externes. Les rapporteurs peuvent naturellement s'appuyer sur les services de l'Assemblée, au sein du secrétariat permanent du comité, comme le cas échéant dans les commissions permanentes. Des experts extérieurs à l'Assemblée peuvent également apporter leur concours, notamment la Cour des comptes, chargée par l'article 47A2 de la Constitution des assistèrent le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. 17. Les rapporteurs entendent également les missions d'inspection des administrations centrales, qui ont réalisé des travaux concernant leur sujet d'étude. Par ailleurs, des marchés d'études pourraient être passés à l'avenir, à la demande des rapporteurs, sur certains aspects des évaluations qui leur sont confiées, auprès d'universitaires ou de cabinets spécialisés en évaluation de politique publique. La conclusion et les suites données aux évaluations. Le suivi des recommandations à l'issue des évaluations réalisées constitue à l'évidence un élément important du dispositif régissant le comité. À l'issue des travaux, le rapport est présenté au comité par les rapporteurs. Cette présentation peut se réaliser dans le cadre d'une réunion ouverte au public, et, le cas échéant, faire l'objet d'une captation audiovisuelle. Le comité autorise la publication du rapport avec les mêmes règles de vote que les commissions, c'est-à-dire à la majorité, à raison d'une voix par membre. Les recommandations du comité doivent ensuite être transmises au gouvernement. L'article 146A3 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que les réponses des ministres sont attendues dans les 3 mois et discutées pendant la semaine de contrôle en séance publique. Un dispositif de suivi dans le temps est également prévu. En effet, à l'issue d'un délai de 6 mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs doivent présenter au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions. Par ailleurs, certaines des recommandations, de nature législative, pourront bien entendu faire l'objet d'initiatives parlementaires, sous la forme de propositions de loi, ou de propositions de résolution dans les conditions et limites fixées par l'article 34A1 de la Constitution, susceptibles d'être discutées durant les semaines réservées mensuellement par la révision constitutionnelle au contrôle et à l'évaluation des politiques publiques ou aux initiatives parlementaires. Sur des sujets plus ponctuels, les recommandations pourront également faire l'objet d'amendements parlementaires à des projets en cours. La principale limite en termes d'initiatives parlementaires sera, en l'espèce, l'application des articles 40 et 41 de la Constitution. L'évaluation au service de la gouvernance démocratique. Table ronde animée par Guy Coquille. Avec la participation de Aminata Takaoubakaoye, cabinet du Premier ministre du Niger, Yann Davis, Société européenne de l'évaluation,
Daniel Lamarque, Cour des comptes, Jean-David Naudet, Agence française de développement, Paul Ohana, Ohana Consultant, Jean Quesnel, Agence de l'ONU. Guy Coquille. Le projet de la SFE réaffirme la volonté de développer les relations internationales. Vous savez que nous avons entrepris cela déjà depuis de nombreuses journées françaises de l'évaluation. Cette table ronde voudrait explorer ce qu'il en est des frontières de l'évaluation, à partir de points de vue extrêmement contrastés venus de plusieurs parties du monde et de plusieurs types d'expertise en matière d'évaluation. Madame Aminata Takubakoy est membre du cabinet du Premier ministre du Niger, en charge d'une fonction stratégique, le suivi-évaluation du programme de réduction de la pauvreté qui, dans chacun des pays africains, structure les objectifs généraux fixés au niveau international par les objectifs dits du millénaire. Madame Danielle Lamarque est responsable des relations internationales à la Cour des comptes. Elle anime un réseau d'institutions supérieures de contrôle au niveau international. Jean Quesnel qui a, ces 10 dernières années, dirigé l'évaluation pour l'UNICEF, est aujourd'hui responsable du processus de qualification pour l'ensemble des agences de l'ONU. Il a par ailleurs accepté l'année dernière de coordonner le réseau des sociétés francophones d'évaluation. Yann Davis est vice-président de la Société européenne d'évaluation. Yann a une longue expérience de fonctionnaire international auprès du vérificateur général du Canada, auprès du contrôleur financier des communautés européennes, auprès de la Cour des comptes de Luxembourg. Il est consultant indépendant depuis quelques années. Paul Ohana est responsable du groupe de travail Réforme de l'État, au sein d'un des clubs politiques français de réflexion qui s'appelle la Fondation Concorde. À ce titre, il a fortement contribué à la préparation de la réflexion sur les modifications institutionnelles qui ont été votées ces dernières années. Et enfin, Jean-David Naudet est responsable de l'évaluation à l'Agence française de développement, le bailleur français de l'aide internationale. Développer les capacités en évaluation pour une meilleure gouvernance. Nous allons organiser cette table ronde en 2 temps autour de 2 mots-clés. Gouvernance et démocratie. Premier mot. Comment pensez-vous que l'évaluation contribue aujourd'hui à structurer une meilleure gouvernance publique? Jean Quesnel. Gouvernance et évaluation, c'est synonyme parce que la gouvernance présume qu'on sait pourquoi on agit publiquement, et quels sont les bénéfices, les retombées, les partis pris. Voilà vraiment l'objectif principal de l'évaluation. Que faisons-nous? Pourquoi? Et comment peut-on mieux faire? Ce qui est très différent de la reddition de comptes et de la vérification, qui s'occupe beaucoup de la façon de faire les choses et de les faire bien. Il y a 15 ans, j'étais le président du groupe d'experts d'évaluation de l'OCDE, le Comité de l'aide au développement, et on m'avait mandaté pour démontrer que l'aide au développement était utile. J'ai produit un rapport de 3 pages qui n'a jamais été publié parce que le premier constat, c'était que l'aide au développement n'est pas du tout efficace, car trop atomisée. Le deuxième, c'est que les bailleurs de fonds de l'aide au développement ne travaillent pas ensemble, mais sont en concurrence. Le troisième élément, c'était qu'on fait de l'aide au développement en l'absence du pays destinataire. À ce moment-là, il y a eu une réflexion entre bailleurs de fonds sur comment ils pouvaient aider à la fonction d'évaluation. Nous avons également dit qu'il fallait une participation des pays dans l'évaluation. Le rôle des Nations Unies n'est pas de faire de l'évaluation, mais d'aider le pays à faire des évaluations. Dans ce contexte-là, l'UNICEF a joué un rôle clé dans la mobilisation des capacités nationales. Elle s'est beaucoup concentrée sur la mise en place de réseaux et d'associations nationales d'évaluation, et a fait de même au niveau régional. L'AFREA pour l'Afrique, le RELAC pour l'Amérique latine, l'IPEN pour l'Europe de l'Est, et pour l'Asie c'est moins structuré. L'UNICEF a été également un acteur principal de la création de l'Organisation internationale de coopération en évaluation, qui se veut la confédération des associations nationales et régionales, et qui va être en quelque sorte l'instance normative de la fonction d'évaluation dans le futur. Il y a également une autre entité mondiale, où les membres sont individuels. Elle s'appelle l'Organisation internationale pour l'évaluation du développement, IDEAS. Là également, il y a un partage très fort dans ce groupe qui fait de l'évaluation,
mais essaie également de trouver des nouvelles formules d'évaluation dans le développement international. Guy Coquille. Merci Jean. Je retiens que le développement des capacités locales en évaluation est un des axes stratégiques essentiels de structuration d'une bonne gouvernance au niveau des pays réceptionnaires de l'aide internationale. Aminata, fait-on de l'évaluation au Niger? Si oui, comment? A-t-elle une incidence sur la gouvernance des politiques publiques de votre pays? Aminata TAKOUBAKOY. Je peux dire que l'évaluation occupe depuis ces dernières années, justement grâce au débat sur l'efficacité de l'aide publique au développement, une place centrale au Niger, notamment sur le renforcement de la gouvernance. Je peux donner des cas concrets pour ceux qui suivent un peu l'actualité internationale. Au cours de l'année 2007, une affaire a défrayé la chronique au Niger, l'affaire MEBA. Elle portait essentiellement sur les résultats de l'évaluation du programme décennal du développement de l'éducation du Niger et a fait ressortir certaines insuffisances qui ont entraîné un grand débat public et qui ont mis à l'épreuve la démocratie et les institutions nigériennes. Cela a même abouti à la mise en examen des ministres qui ont été en charge des dossiers et à un débat public à l'Assemblée nationale, non seulement sur la gestion du programme de l'éducation, mais également sur les résultats et sur l'efficience et l'utilisation des ressources. Cela a abouti à une motion de censure, et cela a permis de tirer des leçons non seulement en termes de gestion de l'aide publique au développement, mais également par rapport à la gestion des finances publiques. Les décideurs ont mieux compris certains principes de la gouvernance, notamment leur redevabilité et leur responsabilité. L'Assemblée nationale aussi comprend bien son rôle par rapport au suivi des programmes du développement. Donc je pense que l'évaluation, ces dernières années, a montré un certain dynamisme. Cela a permis de contribuer à la bonne gouvernance au Niger. Guy Coquille. Daniel Lamarque. Monsieur Seguin nous a exposé hier son projet de faire évoluer le rôle de la Cour des comptes dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Comment cette modification institutionnelle peut-elle renforcer la gouvernance de l'action publique? D'autre part, auriez-vous un exemple à nous donner d'un autre pays dans lequel les instances nationales supérieures de contrôle jouent déjà un rôle dans l'évaluation des politiques publiques? Daniel Lamarque. Comme le disait le premier président hier, il existe une institution supérieure de contrôle à peu près dans tous les pays, mais elle n'a pas le monopole de l'évaluation. Il n'y a pas de Cour de compte au Niger, et pourtant, l'évaluation est bien vivante, on vient de l'entendre. Je voudrais très rapidement revenir sur la question de l'opposition entre contrôle et évaluation qui est commode, c'est vrai. Juger, sanctionner, ce n'est pas évaluer et ce n'est pas comprendre, mais extrêmement simpliste. Parce que dans la réalité de l'audit externe au plan mondial, il y a une continuité entre plusieurs formes d'audit. L'audit de régularité et de conformité qu'on va appeler contrôle, et l'audit de performance. On passe généralement de l'audit de performance à l'évaluation quand on le souhaite, à condition de prendre les moyens et les méthodes qu'il faut. Nous avons des normes différentes, évidemment, pour l'audit de conformité et l'audit de performance. Mais ce sont les mêmes auditeurs qui le font. Il n'y a pas de séparation entre contrôle et évaluation ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Il y a des unités d'évaluation et de méthodologie qui aident les auditeurs de performance à faire mieux que l'audit de performance. Pour repartir de la phrase d'Annie Fouquet d'hier, la performance, c'est le premier pas vers l'évaluation. Qu'est-ce qu'on constate au niveau mondial? Il y a une évolution voulue du contrôle de conformité vers l'audit de performance, affirmée très clairement dans nos institutions, nos méthodologies, nos normes, etc. Mais en réalité, un tiers seulement des pays mettent en œuvre cette évolution, et ce n'est qu'à partir de cet audit de performance que l'on peut évoluer vers l'évaluation. La LOLF a quand même considérablement modifié le contexte, et a permis une analyse de la performance qui auparavant n'existait pas. Peut-être trouvez-vous que ce que nous faisons n'est pas conforme à ce que vous considérez de l'évaluation. Quand le GAO américain nous dit « J'ai fait une évaluation à la demande du Congrès sur la disparité de salaire homme-femme dans l'administration », vous diriez peut-être que c'est le travail de l'INSEE. Quand les Suisses nous disent
nous avons fait une évaluation de l'utilisation des appareils auditifs parce que cela coûtait très cher. On a essayé de rationaliser l'usage et on a fait un panel avec des utilisateurs, des médecins, etc. On a proposé des réformes du dispositif. Vous direz peut-être que tout cela c'est de l'efficience et pas de l'évaluation. Mes collègues au niveau international sont de ce point de vue-là beaucoup plus décontractés. Il y a beaucoup de pays où on ne les embête pas pour leur demander si ce qu'ils font, c'est de la performance ou de l'évaluation. Ils essayent de travailler du mieux qu'ils peuvent. Là où cela marche, c'est effectivement là où on a fait le choix de modifier les pratiques et les méthodes, et d'ajouter à des méthodes d'auditeurs classiques des méthodes de consultation, de pluralité, de pluralisme, etc., méthodes statistiques, panels, enquêtes d'opinion, etc. Mais les auditeurs externes le font dans le cadre de leur mission d'audit de performance. Ce passage n'est pas toujours facile. Il est facile dans les pays où la communauté évaluative est active, où il existe des sociétés de l'évaluation. Ce qui est le cas des Américains, des Suisses ou des Suédois. Mais dans certains cas, c'est contesté. J'ai des collègues en Afrique qui disent « On nous conteste la possibilité de faire de l'évaluation, de l'audit de performance. On nous dit que vous ne devez contrôler que des organismes, pas des programmes ou des politiques. Vous n'avez pas droit au transversal. » Attention, parce que si on veut contribuer à la gouvernance, il faut laisser les gens faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, et ne pas aller leur chercher des poux pour savoir si c'est plus ou moins évaluatif, etc. Je crois que la gouvernance se construit avec une pluralité, et une pluralité de savoir. Ce que demandent en fait nos collègues auditeurs, c'est comment fait-on ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Donner des pratiques, des méthodologies ? Puisque vous le savez comme moi, l'évaluation va être essentiellement un travail de définition, de questions, etc. Donc, la contribution des institutions supérieures de contrôle à la gouvernance, je ne la conçois que dans le cadre d'un système qui accepte une contribution de différentes origines à la gouvernance. Guy Coquille. Paul, vous avez beaucoup travaillé en amont de la réforme constitutionnelle dans le cadre de votre club Fondation Concorde à essayer d'expliciter comment le Parlement pourrait jouer un rôle nouveau en matière d'évaluation de politique publique. Comment voyez-vous, une fois votée cette réforme constitutionnelle, les enjeux de sa mise en œuvre ? Paul Oana. La Constitution, on l'a dit et on l'a répété, a inscrit à 4 reprises le mot évaluation dans sa réforme. Cela a été entériné et acté dans une loi organique. Ensuite, l'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours un règlement intérieur qui traduit dans les faits la réforme qui a été engagée. Cette réforme est spectaculaire dans la mesure où l'évaluation a maintenant droit de cité législatif et réglementaire chez nous. C'est la bouteille à moitié pleine. Mais cela peut être également la bouteille à moitié vide, dans la mesure où le Parlement ne s'est pas donné l'ensemble des moyens pour mettre en œuvre cette superbe démarche. Je rappelle très rapidement que les 2 percées fondamentales sont les suivantes. Premièrement, tout projet de loi doit être accompagné d'une étude d'impact. Deuxièmement, dans le temps parlementaire, il y aura explicitement une semaine réservée au contrôle et à l'évaluation, y compris à la demande de l'opposition. Parfait. Depuis 2 mois déjà la réforme est en place. Et en principe, la fameuse semaine parlementaire a lieu. Mais comme il n'y avait pas d'évaluation de fait, on a improvisé quelques études, et on a demandé à des ministres de venir plancher là-dessus. Au sein de la Fondation Concorde, nous avons proposé très concrètement de demander à la Cour des comptes de sortir quelques-unes de ces grandes et belles études, qui en dehors de l'aspect médiatique qu'elles ont durant 24 heures, ne sont pas suivies d'effet comme elles devraient. Deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Le seul organisme que l'Assemblée nationale a créé, c'est le fameux comité de contrôle et d'évaluation. Il va exister à partir du 1er septembre, mais il a des faiblesses. Premièrement, il ne comporte que l'Assemblée nationale, pas le Sénat. Le Sénat considère que les attributions qui lui ont été données par la Constitution sont dévolues à la Commission des finances. Deuxièmement, ce fameux comité n'aura à traiter que des dossiers transverses. En d'autres termes, dès qu'un dossier a trait à une seule commission, elle garde ses anciennes prérogatives et elle peut faire ses évaluations indépendamment. C'est ainsi que par exemple au sein de la Commission des finances,
la mission d'évaluation et de contrôle est maintenue. Donc, nous avons préconisé de mettre en place une commission de contrôle et d'évaluation unique qui comporterait des membres du Sénat et des membres de l'Assemblée nationale qui grouperaient toutes les compétences qui sont réparties à l'intérieur de différentes commissions. Dernier point qui n'est pas neutre, les fameuses études d'impact dont on a parlé ne s'appliquent qu'aux projets de loi et pas aux propositions de loi. Donc nous avons demandé que les propositions de loi fassent elles aussi l'objet d'évaluation ou d'études d'impact. Voilà quelques modifications mineures, pratiques, concrètes qui, si elles étaient mises en place, permettraient au Parlement de remplir ses engagements, parce qu'il serait dûment outillé pour le faire. On a déposé une conclusion auprès des parlementaires, auprès de l'opinion publique. Un certain nombre de parlementaires ont montré de l'intérêt pour cela, donc affaire à suivre. Les deux univers de l'évaluation, technocratique et démocratique. Guy Coquille. Yann, vous avez plusieurs points de vue, celui des institutions internationales, celui des pays récipiendaires de l'aide, celui du consultant qui fait de la médiation entre ces différents acteurs. Comment aujourd'hui, à l'échelle internationale, voyez-vous le rôle de l'évaluation dans la structuration de la gouvernance des politiques publiques? Yann Davis. Il existe à l'heure actuelle, à mon sens, dans le domaine de l'aide au développement, deux univers de l'évaluation. Le premier, qui est l'univers dominant, c'est ce que j'appelle l'univers technocratique. L'évaluation est conçue en tant que résultat, en tant que produit. C'est une évaluation qui est menée dans une perspective d'accountability, rendre compte. C'est une perspective centralisée, de bailleur de fonds, axée sur les méthodologies. Je viens de terminer une cartographie de l'évaluation en Ouganda, à la demande du Premier ministre. Ce qui ressort d'une étude de 85 évaluations menées ces 3 dernières années, c'est que seulement 3 peuvent vraiment être considérées comme des évaluations qui ont été appropriées par le gouvernement ougandais. Il est intéressant de noter qu'une de ces évaluations, c'est l'évaluation de la Déclaration de Paris. Telle que pratiquée, ce n'est pas vraiment une conception de l'évaluation qui favorise la réelle gouvernance. L'autre univers émergent, c'est l'univers démocratique. C'est l'évaluation en tant que processus démocratique, par opposition au produit. C'est dans une perspective de social accountability, c'est décentralisé, et c'est vraiment la société civile qui en est l'acteur principal. C'est axé non pas sur la méthode, mais sur la transparence. Je pense au cas du Pérou. J'ai fait une évaluation pour le compte de la coopération suisse. Ce qui a été intéressant, c'est de voir que cette appropriation de l'évaluation par la société civile ne s'impose pas. Le pouvoir cela se prend. La performance dans son expression la plus simple, c'est l'absence de corruption dans les gouvernements et chez les élus locaux. C'est vraiment la nouvelle frontière de l'évaluation, elle est résolument politique. Guy Coquille. Jean-David Naudet, vous êtes responsable de l'évaluation à l'Agence française de développement. Les politiques d'aide au développement font partie de celles qui sont les plus évaluées. Est-ce que pour autant, l'évaluation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.